Fidèles téléspectateurs de la RTCE, bonsoir et bienvenue à votre émission. DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à la portée de tous. Une émission de l'Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux en sigle AIDEF. AIDEF, c'est une structure qui milite pour la promotion et la protection des droits fondamentaux. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler d'une thématique très importante sur la loi sur les régimes pénitentiaires et les prisons en RDC avec notre invité de ce soir. Il s'agit de Maître Priska Edika Bengi. Bonsoir Maître Priska. Bonsoir Maître J. Manzambi. Bonne année Maître. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Maître Priska, elle est avocate et elle est aussi coordonnatrice adjointe de l'AIDEF et vice-présidente de la coalition des organisations de droits de l'homme de Kinshasa. Chers téléspectateurs, c'est avec Maître Priska, je rappelle que nous allons parler de la loi sur le régime pénitentiaire et les prisons en RDC. Comme vous le savez bien, avant d'entrer dans la quintessence de notre sujet, nous touchons toujours les questions d'actualité. Maître Priska, avec l'opération dite Ndobo, où le ministre de la Justice a transféré plusieurs Kuluna à la prison de Angenga pour la peine de mort. Quel est votre commentaire tout en sachant que la vie humaine est sacrée? Merci beaucoup, Maître J. Manzambi, pour cette belle question. Comme vous venez de le dire, que la vie humaine est sacrée. Donc, la RDC s'attaque beaucoup plus aux conséquences par rapport au phénomène. Le phénomène Kuluna n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis des décennies. Et ce n'est pas cette mesure qui va cesser, qui va bannir le phénomène Kuluna dans la vie province de Kinshasa, non. Autant bien même que nous parlons aussi de la peine de mort, nous savons que la RDC est un pays membre ou signateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aussi membre de l'ONU. La RDC prévoit dans son article 16 et 61, et aussi, étant donné qu'il est signateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le plan international, dans son article 3, qui dit « Tout individu a droit à la vie. La vie humaine est sacrée, que ce soit dans un état de siège, dans un état d'urgence, l'État doit garantir le droit à la vie. Le droit à la vie ne peut pas être restreint. » Vous voyez, avec ces phénomènes Kuluna, par exemple, il y a plusieurs remèdes, il y a plusieurs pistes de solutions. Et récemment, nous avons suivi comment est-ce que le condamné, ou le détenu, le condamné, parce qu'on parle de condamné, le condamné qui était envoyé à la prison de Kanyamaka CC, c'est pour être formé. Il y avait de formation au sein de la prison. Et ces gens-là servent aujourd'hui l'État congolais. Cela veut dire tuer n'est pas une solution. Tuer n'est pas une solution. Mais savoir respecter le droit à la vie en trouvant une autre mesure. Vous voyez, la RDC est un État abolitionniste puisque nous avons adopté pour le droit de l'homme et automatiquement, nous n'exécutons pas la peine de mort ici en RDC. Vous voyez, nous ne sommes pas dans un pays rétentionniste où on peut applaudir pour la peine de mort. Non, la vie humaine est sacrée comme le garantit. Donc le ministre doit analyser toutes les lois. Tant même qu'il y a eu la levée du moratoire, tant même qu'il a prononcé cette peine de mort parce que ce n'est pas encore exécuté, mais il doit examiner. Tant même que le code pénal de la RDC prévoit la peine de mort par rapport à quelques infractions, mais il faudrait analyser avant d'arriver à une telle décision, parce qu'il s'agit de la vie humaine. Merci beaucoup, Maître Priska. Il faut analyser parce qu'il s'agit de la vie humaine. Maître Priska, pendant que vous étiez en train de parler, il y a une pensée qui me traversait l'esprit, puisque cette population est en train de dire que Bakulu na bazo bomabatu. Donc, bango pe ba boma bango. Un commentaire en quelques secondes. Maître J. Madame, je pense que c'est un slogan. Un slogan qui n'est
mal octroyé à la population. Bien sûr, qui est d'abord Kuluna et qui est population? N'est-ce pas que c'est la même population qui sont de Kuluna? Et nous sommes caractérisés par quel genre de société? Parce que quand on dit déjà la RDC, qu'est-ce qu'on reflète comme image à l'extérieur du pays, que ça soit même à l'intérieur? Parce que quand je parle de l'intérieur, je parle de la ville-province de Kinshasa. Vis-à-vis, ce n'est pas que je suis d'un caractère tribal, vis-à-vis à d'autres provinces. Vous constaterez qu'ici à Kinshasa, le phénomène est un peu très renommé par rapport aux autres provinces. Les Kuluna, on ne peut pas marcher la nuit parce qu'il y a quelqu'un qui va toucher la machette, parce qu'il y aura des actes de vandalisme. Donc, on doit vraiment y aller trop loin en sensibilisant d'abord cette population, de comprendre d'abord la Constitution. Est-ce que la population a eu le temps d'étudier même, d'analyser la Constitution dans son article 16? Est-ce que la population connaît même le droit? Non. C'est pour cela nous sommes menés par des slogans qui ne tiennent pas. Cette population qui est méconnaissable par rapport au test. Donc, il y a un adage qui dit telle société, telle population, telle autorité. Il faut savoir maintenant, nous avons quelle population, quelle société, et aujourd'hui, la jeunesse. Parce que quand on parle de phénomène Kuluna, ce ne sont pas des papas qui touchent le marché, ce ne sont pas nos mamans, c'est beaucoup plus la jeunesse. La jeunesse congolaise aujourd'hui, je dirais, vous terminez vos études, que ce soit en droit, en informatique et tout, et vous êtes sans emploi. Est-ce que cela ne doit pas interpeller à l'État? L'État ne peut pas se mettre en cause. Pourquoi? Parce que si nous allons loin dans des pays africains aussi, oui, il n'existe pas un État parfait. L'État parfait n'existe pas. Il y a toujours des défaillances dans chaque État, mais pas comme ici en RDC. Vous pouvez voir un enfant de 16 ans qui se promène déjà avec la machette. Un enfant de 16 ans qui déjà s'entraîne. Comment est-ce qu'il peut ravir le téléphone? Nous sommes en insécurité. Et cette charge-là revient à l'État. Moi, je dirais au ministre de la Justice. C'est une proposition ou une recommandation en tant que défenseur des droits de l'homme. S'il continue à tuer, on va tuer toute la population. Malgré qu'il y a un adage qui dit la société ne délinque pas. Mais nous avons quelle couche de la société ici en RDC? C'est comme un facteur qui est transmissible de génération en génération. Depuis qu'ils ont commencé à tuer, ça a commencé depuis longtemps, à tuer les Kuluna, les opérations et des opérations. Quelle est la solution? Est-ce que la solution c'est tuer? Je pense que non. Il faudrait d'abord créer des emplois de jeunes, sensibiliser d'abord la population qui est ignorante de ce droit et on va pour une société d'amélioration. Donc, on va améliorer notre système. Donc, ça diminue un peu aussi de l'insécurité au sein de la ville province. Merci beaucoup, Maître Priska. Si je vous ai bien suivi, il n'y a pas que la peine de mort pour éradiquer le phénomène Kuluna. Il faudrait procéder à d'autres systèmes ou d'autres alternatives, comme par exemple la réinsertion, la rééducation, la formation, sans oublier aussi la création d'emplois, parce que souvent par manque d'emploi, parce qu'ils sont au chômage, voilà pourquoi ils touchent la machette. Merci beaucoup, Maître Priska. Il y a AIDEF qui continue le plaidoyer pour la libération de tous ceux qui étaient condamnés par la Cour d'ordre militaire. Et dans ce plaidoyer, AIDEF demande la restitution des immeubles de la succession Colonel Moutindo Alphonse, notamment le meuble qui abrite l'auditorat supérieur de la Cour militaire de Matete. Maître Priska, étant donné que vous êtes coordonnatrice adjointe de cette structure qui est AIDEF, avez-vous un commentaire à faire pendant 1 minute? Oui, Maître Jemanzambi, un petit commentaire est que la Cour d'ordre militaire ne reconnaissait pas le voie des recours. Cela veut dire lorsque le jugement est rendu, ça ne fait plus
ça donne plus droit ou accès aux voies de recours. Et actuellement, ces gens-là qui ont condamné plus de 20 ans, ils ont introduit leur recours et la Cour d'ordre militaire avait déjà prononcé le jugement favorablement quant à eux, mais jusqu'à présent, ces gens-là vivent toujours à la prison. Et quant à la restitution de biens, nous remercions le chef de l'État aussi pour l'ordonnance signée pour la restitution de tout le bien. Nous avons entre autres le général Edi Kapeng, que ces biens a été aussi restitué. Donc AIDEF a beaucoup plus milité sur ça. Merci beaucoup, Maître Prisca. Rapidement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Chers téléspectateurs, rappelons que nous allons parler de la loi sur les régimes pénitentiaires et le prison en RDC. Maître Prisca, quel est l'état actuel de la législation relative aux prisons en RDC? Oui, vraiment, c'est une question très pertinente parce que avec ce qui se passe actuellement, on pouvait en parler vraiment. Et actuellement, nous avons une nouvelle loi, la loi du 15 juin 2023 déterminant le principe fondamentaux relative au régime pénitentiaire. Cette loi qui remplace la loi du 7 septembre 1965 portant régime pénitentiaire. Et ce qui freine un peu donc l'état actuel de la situation est que la loi n'est pas vraiment connue. Ou soit elle est connue, mais n'est pas vraiment d'application pour l'amélioration du régime pénitentiaire. Maître, alors, qu'est-ce qui empêche l'applicabilité de ces lois? Parce que vous avez dit que c'est une nouvelle loi et d'ailleurs, c'est une récente loi de 2023. Alors, qu'est-ce qui empêche l'application de cette loi-là par rapport aux droits des détenus? C'est ce que je venais de dire même. Cette loi pose problème par rapport à la mesure d'application. Notamment, il n'y a pas assez de sensibilisation sur cette loi. Parce que la loi n'est pas connue. Alors, il y avait quelques recommandations, si je peux dire, dans la loi. Il y avait quelques régularités. Il faudrait améliorer par rapport au régime pénitentiaire dont j'ai mentionné. Ça se trouve dans la loi nouvelle. Il y a premièrement l'institution d'un seul organe de gestion de l'administration pénitentiaire. Cela veut dire, dans l'administration pénitentiaire, nous avons l'administration civile ainsi que militaire. D'en faire un seul organe. Cela veut dire, lorsqu'il y aura des injonctions données quant aux civils et aussi aux militaires, que ça soit appliqué de la même façon. C'est ce qui pose problème. C'est parmi des choses que la loi nouvelle prévoit même dans la même loi, permettez-moi pour la tautologie. Et aussi, nous avons la mise en place d'une commission de suivi de l'application de peine. Ça existe déjà une commission de suivi au sein de la prison centrale de Makala, parce que nous sommes avocats, nous partons, nous connaissons les réalités qui se passent. Mais ce n'est pas vraiment amélioré. Nous avons, troisièmement, le renforcement de mesures d'aménagement de peine. C'est comme j'ai dit, il y a une commission qui n'exerce pas vraiment bien son rôle, tu vois, qui ne connaît souvent aussi pas son rôle, pourquoi il est placé au sein de Makala. Vous voyez, il faudrait une amélioration. Et nous avons la continuité de mélange des détenus ainsi que de condamnés. Nous les savons bien tous, parce que aussi la loi les prévoit, dans l'article 4 aussi de cette même loi, que le détenu et le condamné doivent être séparés. Donc la prison centrale, parce qu'on parle de la prison de Makala actuellement, donc la prison n'est pas faite pour les détenus, mais c'est pour le condamné. Et les détenus doivent être placés dans de maisons d'arrêt, ce qui n'existe pas ici au Congo. Parce que c'est une réalité dans toutes les prisons. Il n'y a pas de maisons d'arrêt. Au lieu que notre ministre se martèle beaucoup plus sur le Koulouna, sur des magistrats, au moins c'est une bonne chose. Mais il peut aussi en créer de maisons d'arrêt d'abord. Parce qu'on trouve de mélange
Si vous partez à Makala, il y a des condamnés. Il y a de condamnés qui sont mélangés dans un même endroit avec le détenu qui sont mélangés dans un même endroit avec les condamnés, ce qui ne passe pas. Ce sont des innovations de cette nouvelle loi. Alors, nous avons encore le renforcement des dispositifs de protection maternelle infantile. Cela veut dire quoi? Ici, notre prison, oui, notre prison est construite. On dit d'abord, en principe, c'est pour les condamnés. Mais aujourd'hui, à la centre du prison, vous trouverez qu'il y a des enfants, des femmes, ainsi que des hommes. Oui, tant même qu'ils sont mélangés, ils sont séparés, mais ils sont dans une même parcelle. C'est qu'ailleurs, vous ne trouverez pas. Dans une même prison où il y a des femmes, il y a des hommes ainsi que des enfants. C'est ce qui a occasionné même le viol au sein de Makala. Parce que lors de l'évasion, il y a des hommes qui ont profité de femmes. Nous louons Dieu parce que les enfants n'ont pas été touchés. Mais les enfants mineurs au sein de cellules ou de pavillons de femmes, ils ont été violés. Là, il faut le dire, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'ai eu à faire ces monitorings-là. Vous voyez. Donc, ce sont des innovations telles que je l'ai mentionné, que la nouvelle loi a apportées, qui ne sont pas en ce moment d'application. Qui ne sont pas d'application. Je ne sais pas, oui, peut-être les ministres de la Justice y connaissent. Donc, on doit mettre ça en vigueur pour les bons respect et surtout plus l'amélioration du régime pénitentiaire en RDC. Merci beaucoup, Maître Prisca. Il y a déjà une nouvelle loi sur les régimes pénitentiaires. Pour ce faire, bien que c'est déjà promulgué, c'est publié au journal officiel, il faudrait que nous, défenseurs des droits de l'homme, nous procédons à la sensibilisation, mais aussi à la vulgarisation de ces nouvelles lois. Maître Prisca, vous avez parlé de royauté qui existe au sein de prison. Et vous le savez bien, nous avons un phénomène qu'on appelle les capitas, de gouverneurs au sein de la prison. Que pensez-vous de la mission de ces capitas qui sont eux-mêmes soit de condamnés, soit de détenus, mais qui sont là pour veiller aux autres prisonniers? Avez-vous un commentaire à faire par rapport à cela? Oui, c'est parmi même les innovations de la nouvelle loi, parce que je vous ai dit, tout est prévu dans la loi. Je vais ici lire l'article 8 que j'ai mentionné. L'article 8 dit « Les services pénitentiaires sont assurés par les personnels de l'administration pénitentiaire. Ce sont des agents publics de l'État ou soit des experts nécessaires en la matière, en matière de régime ou en matière pénitentiaire. Il y a aussi, nous trouverons des policiers. Selon cet article, ça dit ça. Mais compte tenu qu'il y a défaut d'effectifs de ces personnels publics, c'est pour cela que nous arrivons à ces systèmes-là de capitas et de gouverneurs au sein de pavillons ainsi que de cellules et surtout beaucoup plus, je parlerai, parce que c'est une expérience que j'ai eu à faire dans la prison centrale de Makala. Et parfois, ce sont les capitas-là, ce ne sont ni de personnes, de personnel public, mais ce sont des prisonniers qui ont de grades. Tel est chef, tel pour le pavillon de femmes, tel est comme ça, tel est comme ça. Alors que c'est une contradiction à la loi, c'est une violation grave à la loi. Ce sont des innovations. Parce que la nouvelle loi, ça doit être connu. C'est une violation grave de la loi même. Alors, et vous verrez que ces personnes-là sont à la base des actes de violence, des traitements inhumains, parfois, sur les autres. Parce que lui, il est chef, quand il donne un commandement, cela veut dire l'autre doit à la hâte respecter. Ils sont à la base de ça. Et il y a aussi un système au sein de Makala. Compte tenu par manque d'effectifs, de personnel public ou de la police, de personnes nécessaires ou les experts pénitentiaires,
il y a, si par exemple, le détenu vient à Makala, ou soit les détenus, parce qu'on parle de droits des détenus, les détenus viennent à Makala, vous verrez que s'il est accompagné par un avocat ou soit un membre de la famille, ces membres de la famille doivent payer pour lui une chambre. Imaginez avec ce système. Et l'argent là qu'il va donner, il ne donne pas au personnel public de la prison. Il donne ça entre eux. Soit c'est un condamné qui l'aperçoit. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Et il y a aussi encore d'autres réalités. Les cas de vidage des faux sceptiques. S'il ne paye pas la chambre, on doit le faire quoi? Vider les faux sceptiques, ou soit il va laver la toilette, s'il ne respecte pas d'autres principes ou obligations, parce qu'ils ont déjà l'air, je vais dire, caneva. Ils ont l'air caneva. Les jours tels, c'est toi qui dois laver le toilette, et si tu te dis que je suis malade, par exemple, je n'arrive pas avec tout ça, et on t'inflige un autre traitement. D'abord, quand tu es déjà à la prison, tu es démoralisé et on t'inflige encore un autre traitement. Regardez, c'est là ce que ça donne. Donc, ça viole vraiment la loi, ça viole la loi. Donc, c'est le gouverneur, les capitaux, n'est pas autorisé. Pas autorisé. Donc, l'État doit vraiment beaucoup plus veiller sur les personnels, soit former un autre lot pour qu'ils remplacent dans de différents postes donnés entre eux qui votent les prisonniers, mais que ce soit le personnel public qui assume cette tâche-là au lieu des individus. Merci beaucoup, Maître Pris. Quand vous entendez parler, les capitaux des prisons n'ont pas un rôle à jouer, n'ont pas une mission à jouer au sein de la prison. Il faudrait qu'il y ait le personnel public, les agents de l'État, puissent assurer ce rôle-là. Maître Priska, pouvez-vous nous lire l'article 27? Parce qu'on nous dit que cet article est très important dans cette loi-là, bien que d'autres articles le sont aussi, mais l'article 27 est vraiment essentiel. Pouvez-vous nous faire la lecture de cet article, mais aussi nous dire est-ce que réellement cet article est appliqué par rapport aux droits qui sont reconnus aux détenus? Alors, je vais faire la lecture d'abord de l'article 27 et donner l'économie même de cet article. L'article 27 dit « Nul ne peut être détenu sans titre légal de détention établi par l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu est libéré par les directeurs de l'établissement à l'expiration de la validité du titre justifiant son inscription au registre de clous. Si le détenu est parce qu'ici on a fait une erreur, donc si le détenu est un prévenu, donc si le détenu, si on parle de détenu, on parle d'un inculpé, le directeur de l'établissement en avise le magistrat instructeur 2 jours avant l'expiration du titre par un courrier avec accusé de réception et une copie est transmise au chef de l'office dont ces derniers dépendent et à l'autorité pénitentiaire. Ici, on dit les directeurs de l'établissement procèdent à la libération dès l'arrivée au terme et en fait rapport à sa hiérarchie et au chef de l'office du magistrat instructeur. Toute violation du présent article expose les directeurs de l'établissement à des poursuites pénales, civiles, administratives, conformément au droit commun. Ici, cela veut dire quoi? Lorsque une personne est arrêtée au niveau du parquet, on parle de l'inculpé, c'est là même commence déjà le début de la détention préventive, qui a un délai de 5 jours. Dans les 5 jours, ça peut ou ne pas totaliser 5 jours que la personne est détenue au niveau du parquet. Parfois, tu veux voir, il y a 2 jours, vu que les cachots au niveau du parquet est beaucoup plus surpeuplé, c'est en ces cas, parfois le magistrat envoie directement la personne à la prison. Vous voyez? À la prison pour la continuité du MAP. Vous voyez? Maintenant, après le délai de 5 jours, le ministère public ou le magistrat du parquet, il vient présenter
l'inculpé devant le tribunal de paix en chambre du conseil. Le délai est de 15 jours. Pour soit faire quoi? Régulariser sa détention. Vous voyez? Et le magistrat, le juge du tribunal de paix, il va faire une ordonnance qu'on appelle l'ordonnance de prorogation de détention, qui a un délai soit de 1 mois, et au-delà aussi on peut rajouter à 6 mois. Et la réalité en est que ça passe des prolongements en prolongement, sans pour autant que les détenus trouvent au moins la nécessité de quoi on l'interpelle pour qu'il soit condamné. Parce que souvent, ça fatigue. Vous venez, on vous dit non, on prolonge encore. On prolonge. Quand est-ce qu'on prolonge? Lorsqu'on fait qu'on va examiner encore beaucoup plus les faits, on examine. Mais si vous trouvez que, en examinant le fait, qu'il n'y a pas des indices, qu'est-ce que vous, magistrat, qu'est-ce que vous, juge ou soit magistrat, vous allez faire? Soit d'acquitter, de libérer la personne. Vous trouverez au sein de la prison les gens qui sont détenus plus de 10 ans, plus de 15 ans, alors que c'est contre la loi. Et on dit, lorsque par rapport au prolongement, lorsque le directeur de la prison constate que, parce qu'il doit suivre ça de près, il doit suivre tout le dossier de près, lorsqu'il constate que en 2 jours déjà d'avance que les délais veulent déjà expirer, lui, il doit aviser le magistrat. Cela veut dire qu'il doit déjà l'écrire, doit devoir faire une notification que tel détenu, le délai part déjà en expiration, pour que le magistrat lui-même vienne régulariser encore. Et lorsqu'il va constater qu'il y a trop de manœuvres au sein du magistrat, et c'est alors que le directeur de prison va faire quoi? Va libérer la personne. Parce que si le directeur ne le fait pas, c'est alors que le détenu va maintenant saisir le tribunal. Il sera maintenant contre le directeur parce qu'il n'a pas respecté quoi? C'est ça. Donc, le détenu a une obligation de poursuivre le directeur. S'il ne respectait pas ce qu'a prévu l'article 27. Donc, il y a même des éclaircissements quant à ça. Merci beaucoup, Maître Prisca. Chers téléspectateurs, vous le comprenez avec moi que le bon de choses ne dure pas. Nous sommes presque arrivés à la fin. Maître Prisca, un petit mot de la fin, parce que nous allons déjà finir ici pour notre mission. Pour un petit mot de la fin, parce qu'on dit chaque émission qu'on passe, il y a toujours une recommandation quant à ça. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme. On peut beau parler, mais si on ne fait pas des propositions, une recommandation. Une recommandation qui va... vraiment, je ne sais pas, ça va beaucoup parler par rapport à ça. Il y a d'abord la vulgarisation de cette nouvelle loi. Et permettez-moi au moins d'ajouter quelques recommandations parce que c'est nécessaire. La prise de mesures nouvelles, parce que les mesures que je viens de énumérer par rapport à la loi, donc le magistrat doit les connaître et aussi en même temps le directeur aussi. Alors, je parlerai aussi comme recommandation l'application effective de l'article 27, comme on vient de le citer ici. L'article 27, c'est ce qui pose problème. Il y a même plusieurs détenus au sein de la prison centrale de Makala que de condamnés. Alors, comme d'autres recommandations, il y a la construction de maisons d'arrêt. Et surtout là, c'est une proposition qui va vers directement le ministre de Justice. Parce que quand il n'y a pas de maison d'arrêt, il y aura toujours la surpopulation au sein de la prison centrale de Makala, il y aura le taux de mort, il n'y aura pas de bonnes conditions à Makala. Alors, nous proposons encore des constructions des prisons.
c'est par rapport, ça doit répondre au standing, au respect au respect du point de vue international, aussi anthropologique, de séparer les hommes, les femmes ainsi que les enfants. Merci beaucoup, Maître Prisca. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était la DH à la portée de tous. Tout le droit de l'homme à la portée de tous. Une émission présentée par Maître Jaël Manzambi et diffusée sur la RTCE chaque lundi et mardi à 15h, mais aussi les vendredis à 18h10. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant remercier Maître Prisca pour avoir répondu présente à cette invitation. Et nous n'allons pas oublier ceux qui nous ont accompagnés à la technique. Nous avons eu M. Roger Chita et Maître Abigail Mitundukidi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à nous suivre. On se retrouve très prochainement.